Marc Agrone est un écrivain suisse et croate. Il est né à Zagreb, il y a passé son enfance, il est venu en Suisse à l'âge de 19 ans pour un job d'été qui devait durer 3 mois et tu n'es jamais vraiment reparti. Tu as étudié à l'université de Neuchâtel, l'histoire, les lettres, puis tu as fait une formation de libraire et, je repasse au il s'est spécialisé dans les livres anciens. Il s'est installé à Lausanne où il a ouvert une librairie à la rue Centrale, très connue des Lausannois, et une galerie d'art qui porte le nom Univers. Marc Agrone est une figure bien connue des milieux culturels lausannois. Il a publié des catalogues de livres anciens, collaboré à de nombreuses revues littéraires et organisé de nombreuses expositions d'art contemporain. Le français, qu'il a appris en s'installant en Suisse, est devenu sa langue principale et sa langue d'écriture. Aujourd'hui, il est l'auteur de 4 romans. Les 3 premiers, formant une trilogie, sont publiés aux éditions de l'Âge d'Homme. La mémoire des cellules, publiée en 2017, puis Le Carrousel du vent, publié en 2018, et enfin Rêver d'Alma, publié en 2020. Son dernier ouvrage, La vie des choses, a lui été publié aux éditions La Veilleuse en 2024. C'est ce roman qui a remporté en janvier dernier le prix du livre de la ville de Lausanne. Que puis-je dire d'autre? Tu écris ton 5e roman à Lavigny? Voilà. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un écrivain. Ça aurait pu être un footballeur, un homme d'État, un chef étoilé, ou que sais-je, une star qui est très orgueilleuse ou qui est très orgueilleux et qui ne sait pas vivre modestement, qui vient de sortir son dernier roman, qui est un échec, alors que jusqu'à présent, jusqu'à là, il a toujours eu beaucoup de succès. Et il ne l'accepte pas, et j'ai essayé de faire son portrait, donc le portrait d'un fou, d'un monstre, d'un homme qui peut-être est victime d'une certaine, disons, quand la fierté, on va dire, est mal placée. Le roman, je lirai 3 extraits. Le premier sera l'entrée en matière on présente un peu cet échec devant la presse, devant ses amis. Ensuite, un peu sa petite et lente descente aux enfers. Et puis un extrait lorsqu'il retournera voir son éditeur, il s'arrêtera dans une galerie d'art contemporain. J'aime beaucoup parler de l'art contemporain ou l'art contemporain. Et en général, disons que ça se passe assez mal, de même que dans les restos gastronomiques. J'aime beaucoup écrire sur les restaurants gastronomiques où il vaut mieux manger avant. Parce qu'en général, on n'est pas là pour manger, n'est-ce pas, en général. Voici donc l'ouvrage, intrigué par sa couverture illustrée, la légèreté de son papier Bible, le portrait de l'écrivain en verso, la photo datée d'il y a 12 ans, et son prix bas. En dépit d'une énergique campagne de promotion, le roman était un échec. Nous pouvons l'écouler aussi facilement qu'au prévu, l'éditeur l'avait d'abord soldé. Dans la boutique d'un hall de gare, il avait même été déposé au rayon alimentation et bricolage, et offert à l'achat d'un traité de cuisine moléculaire écrit par un chef étoilé, lui aussi en mal de lecteur. À la poste, où se vendent désormais fruits, légumes et livres, il était offert pour tout colis de plus de 22 kilos et expédié à l'étranger. Habitué au succès, l'auteur vivait mal ce soudain des amours. Il se sentait toujours incompris, injustement négligé et songeait à un changement de style. Certaines plumes illustres l'avaient fait avant lui, empruntant les voies tortueuses de la séduction, souvent lamentablement. Pour prouver combien la critique l'avait sous-estimé, il avait envoyé à un quotidien durant tout un trimestre une nouvelle par semaine signée d'un anagramme d'un écrivain célèbre si flagrant, Parcel Mroust. Mais cela n'avait pas suffi. Un aspirant journaliste avait alors rédigé un article dithyrambique analysant ces nouvelles selon les règles de l'exégèse universitaire, décortinant le style, épluchant l'humour sémitique de l'auteur, croyant deviner des sous-entendus, des doubles sens. Sûr de son flair, le pigiste n'avait pas hésité à comparer Mroust à Björnson, le prix Nobel de littérature. Même verbe narrative, ambiance faussement banale, drame sous-jacent à chaque page, les réalités floutées d'un voile dentelé, narration irriguée d'une mélodie chimérique. Un écrivain est né, avait-il rédigé. Quelques semaines plus tard, le chroniqueur était relégué à la rédaction des avis mortuaires. Conséquence de 30 années de gloire littéraire et médiatique, on interpellait souvent l'écrivain dans la rue. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? S'il répondait sur rien, d'un air sérieux, on s'inquiétait comme à l'annonce d'une maladie grave. Il avait donc opté pour une formule plus rassurante. Mon prochain roman est en cours de lecture, l'éditeur le trouve excellent, mais souhaite le travailler un peu. Vous savez, moi et l'orthographe, ça fait 2.
comme Balzac. Ça l'arrangeait bien. Comme j'ai toujours reçu un important avaloir, mon avant-dernier livre a été traduit en 14 langues, je prends mon temps, je travaille sur une série d'aphorismes, comme un sportif d'élite qui s'adonne au jogging entre deux compétitions. L'interlocuteur ne devinait jamais le désespoir de l'homme de lettres, ni son sourire figé d'un mauvais acteur qui avait préparé ses répliques pleines d'esprit, sa fausse modestie avide de compliments, ses digressions triviales. Personne ne soupçonnait que sa façon d'ouvrir la bouche cachait une dent pourrie qu'il n'était pas en mesure de remplacer. L'invitait-on à dîner, il prétendait ne pas avoir le temps, submergé par ses 3 romans en cours de l'écriture et la correspondance avec ses lecteurs fantômes. Les rares fois où on l'avait demandé comment il allait, il s'est trouvé déstabilisé, décelant un soupçon de cette interrogation sans empathie. Il plaça alors un mouchoir sur ses lèvres, prétextant un rhume, un coup de froid. L'interlocuteur finissait par poser sa main gauche sur le propre cœur, sa droite sur son épaule de l'écrivain, et d'un ton compatissant prononçait « Ça ira, t'inquiète pas, appelle-moi si tu as besoin d'aide ». Il continue son chemin, sachant pertinemment que non, ça n'ira pas. La suite, un petit extrait de cette petite descente d'enfer, justement. Après quelques semaines, il y a un petit retour dans le roman. Les premières nuits avaient commencé à l'année où il avait quitté sa mère, la mère de ses enfants, pour une femme de quelques années, son aîné. À sa surprise, c'est l'âge de la nouvelle compagne qui avait le plus blessé son épouse, car il n'avait plus l'excuse de tous ces hommes qui cèdent à l'attrait de la jeunesse, chose habituelle pour certains qui se mettent à s'habiller comme des adolescents et dissimulent leur douleur articulaire à coups d'anti-inflammatoires. Sa femme s'était sentie humiliée, d'autant plus qu'elle trouvait la nouvelle conquête plutôt laide. Elle lui connaissait un goût marqué pour les femmes petites, plutôt intellectuelles. Celle-ci était sans doute une ancienne haltérophile, une déménageuse professionnelle, disait-elle, la main posée sur le cœur et les yeux tournés vers le ciel pris à témoin. Elle n'avait rien contre elle, elle voulait juste qu'elle crève. Ne pouvant résister au charme féminin, il avait multiplié les aventures et ses partenaires toujours plus jeunes. Obsédé par l'image de l'homme nouveau, redevenu célibataire, il s'était perdu en route. Sa dernière conquête, celle qui s'était étonnée du tatouage Rosemary dissimulé dans le poil de sa cuisse gauche, juste à côté d'un curieux grain de beauté en forme de cœur, l'avait quitté pour un videur rencontré dans une boîte de nuit. Vainement, il lui avait demandé de faire ôter ce tatouage, le prénom d'une ancienne rivale inscrit sur sa peau, l'incondamné au plus haut point. Cette exigence avait été formulée 2 fois, puis elle l'avait quitté. Il avait fini par revenir auprès de sa femme, elle l'avait traité de pauvre type. Il lui avait demandé de raser cette barbe de 5 jours et de porter à nouveau des vêtements de son âge, mais il ne l'avait pas rejeté. L'amour prend souvent l'aspect de ces scènes bibliques, comme le retour de l'enfant prodigue, quand la mémoire et l'orgueil sont comprimés par l'affection, seuls à pouvoir guérir les maux de la solitude, cruelle métaphore de la neurasthénie. Il y avait dit que c'était pour la vie, et il avait rafraîchi son tatouage, le faisant même colorer. Dupe consentante, elle avait aimé retrouver son prénom sur la peau de son mari. Et le passage suivant, c'est justement lorsque cet homme qui reste 3 ans dans sa chambre a écrit un nouveau livre, éventuellement pour rebondir. Ce nouveau livre s'appellera La vie des choses, mais toute référence en ce qui me concerne à moi-même du hasard. Yann, étant décidé à quitter les lieux, Maximien parvint à convaincre son ami de l'accompagner dans une galerie d'art contemporain dont l'ouverture d'un nouvel espace coïncidait avec celle du musée. Arrivé sur place, Yann se crut à l'enterrement. On expliqua à l'auteur que Pierre Rotin était un galeriste qui avait réussi à vendre à des oligarques plusieurs bananes collées au mur par un scotch pour 120 000 $ chacune. Vous voyez à quoi je fais référence. Le génie du commerce était sur le point de réussir un autre grand coup. À en croire les critiques d'art inféodés à la spéculation intello-boursière, les grands musées suivraient de même que les curateurs de biennales. Pierre Rotin avait décidé d'exposer le corps, tiré en bronze à 6 exemplaires, de son artiste fétiche Mauricio Cattelan, qui existe vraiment, qui venait de mourir. Il était parvenu à fabriquer le moule de la star à la morgue en payant à la famille une somme qui la mettait à l'abri du besoin pour le restant de ses jours. En plus des exemplaires en bronze dont le prix était affiché, il y avait là le plâtre, unique à mention collection privée. Et le cadavre de l'artiste lui-même, Pierre Rotin, ne s'était pas contenté de demander aux spécialistes de plonger le corps de Cattelan dans du formol, comme l'avait fait ce has-been de Damien Hirst. Non,
avec toutes ces sortes d'animaux. Non, non, non. Trop facile, avait estimé Rotin. Avec Catalan, il avait procédé à la plastination et les résultats étaient bluffants. Le corps de l'artiste mort avait subi différentes sortes d'imprégnation polymérique afin de préserver ses tissus biologiques alors même que les liquides organiques avaient été remplacés par du silicone. Pierre Rotin, qui rêvait d'éternité, avait d'ailleurs rédigé un testament afin que la méthode du professeur Gunther von Hagens soit appliquée à son propre corps, sans y voir de contradiction et dans un élan de générosité qui lui était peu familier. Il avait dans la foulée décidé d'offrir son corps à la science. Le galeriste était en train de conclure un contrat de vente avec un milliardaire maniaco-dépressif. Celui-ci essayait de convaincre sa jeune compagne qu'il devrait aussi acquérir la série des tableaux sous verre représentant les mouches sodomisées par les araignées. Une autre œuvre qui séduisait les curateurs de musées d'art contemporain, sur laquelle certains d'art contemporain, si justement nommé CAC, avaient pris une option. Mais l'épouse, mouchoir sur la bouche, craignant la nausée, faisait non de la tête et fermait les yeux. L'amie de Maximilien, Nicole Sterol, critique d'art elle aussi, était présente pour décrire ces triomphes du grotesque, du sang-faire, où les protagonistes ignorant qui était réellement Marcel Duchamp. Il y a quelques années, elle avait proposé qu'on vote une loi sur la imprescriptibilité des crimes pénétrés au nom de l'art. Sans succès. Esterol s'est demandé ce que les générations futures penseraient des réfrigérateurs de Bertrand Lavie au Marc de Montréal, des poteaux de Daniel Buren sur la place des terreaux à Lyon, ou du mur de Parpeigne de Teresa Margol, spécialiste de l'horreur morbide, qui s'était signalée au Frac de Lorraine avec une fontaine d'eau pour laver les cadavres dans une morgue. Les amateurs d'art de demain ne manqueraient-ils pas de se demander quel était le code de lecture de cette époque, au nom duquel ahurissant progressisme artistique on pouvait commettre de telles atrocités. Soudain, quelqu'un cria « Il a bougé !» Stupéfaction dans la salle, silence de mort, une dame, verre de champagne à la main gauche, feuilleté de saumon à la main droite, mâchoire bloquée, tétanisée, chuchotait, n'osant plus lever sa tête. « Il a bougé, je l'ai vu, il a bougé !» Son mari demanda de cesser de boire. Elle ne supportait plus l'alcool, se tournait vers le public, mais il déclara « Il s'agissait quand même d'une installation, pourquoi ne bougera-t-elle pas ?» Elle pourrait même bien se lever et marcher, non? Ne perdant pas son sang-froid et sachant tirer profit de toute situation, le galeriste Rotin prit le micro et proclama « C'est la preuve que l'art contemporain n'est pas mort. » Les applaudissements furent rapidement couverts par le brouhaha des visiteurs. Une grande table nappée de blanc fut dressée au milieu de la galerie. Un chef étoilé déboula avec sa brigade pour servir le repas aux invités.